Dans ce show numéro 59, j'ai encore envoyé Florian se balader. Cette fois, c'était en Allemagne sur l'Eurobike et il vous a déjà proposé des vidéos sur le sujet cette semaine. Mais on y revient dans ce show pour parler tendance cette fois-ci. Ouais mon Lolo, et j'ai pas ramené que de la bière allemande. Restez bien jusqu'au bout parce qu'on donnera également le vainqueur du vélo du mois et évidemment, on va revenir sur cette dernière semaine de la Vuelta qui a été explosive. Allez, c'est parti. Alors Florian, dis-nous, qu'est-ce que tu nous as ramené de l'Eurobike? Bah écoute mon Lolo, la première sensation c'était que ça manquait un petit peu de monde, forcément. Cette Eurobike a eu lieu mais tous les exposants habituels n'étaient pas là. Pas beaucoup d'innovation dans le contexte actuel. C'est vrai qu'on a plus souvent tendance à dire qu'on est en pénurie, donc du coup innover dans ce contexte-là c'est un peu compliqué. Malgré tout, j'ai quand même réussi à dénicher quelques nouvelles technologies et le gros morceau de l'innovation cette année, il faut le dire, on va commencer par ça, c'est quand même Shimano qui présentait pour la première fois ses nouveaux groupes DI2 et notamment son Dura-Ace 12 vitesses qui est le haut de gamme. Mais on a déjà parlé dans l'émission de la semaine dernière, donc on ne va pas revenir dessus. Il y a d'autres nouveautés chez Shimano sur lesquelles peut-être on pourrait davantage s'attarder. C'est notamment les nouvelles roues Dura-Ace et Ultegra qui accompagnent le lancement de ces nouveaux groupes avec des nouveaux profils Loïc, C36, C50 et C60. Qu'est-ce que tu en penses? Ça va faire plaisir à Thibaut Pinot. Ouais, ça devrait lui faire plaisir, ouais. Mais écoute, moi je trouve ça très bien. C60, ouais, pourquoi pas. La C50, c'est classique, je pense que c'est la roue à utiliser partout, tout le temps. La C36, roue de montagne. Donc pourquoi pas. À noter quand même qu'ils ont fait deux gammes. Cette fois, il y avait la classique Dura-Ace. Et là, ils ressortent la Ultegra apparemment, c'est ça? Oui, exactement. Il y aura une gamme Ultegra qui va partager l'essentiel de la technologie, forcément comme d'habitude, avec des matériaux un petit peu moins nobles sur certains aspects, ce qui donne un poids légèrement supérieur. Mais en tout cas, ces roues ont l'air très sympas. J'ai pu les tester lors de mon test ride Shimano. J'ai testé la Dura-Ace C60 à l'arrière et la C50 à l'avant. Je dois dire qu'avec le Orbea qu'on m'avait prêté, ça rendait plutôt pas mal. Évidemment, les pros utilisent souvent les C50. C'est pour ça que je faisais la blague sur Thibaut Pinot qui a regretté longtemps qu'elles aient disparu dans les gammes et qui demandait à les conserver parce qu'il les utilisait même en montagne. Bon, c'est à déconseiller chez vous. Hein. Quand on n'est pas en forme, aller se taper un col de 20 bornes avec une 50 mm, il faut quand même envoyer les watts, sinon ça peut être plus un poids qu'autre chose. Mais en tout cas, je trouve ça bien, oui, qu'ils aient relancé ce profil-là et également accompagné de roues Ultegra qui seront certainement à un prix inférieur. Maintenant, Lolo, le problème, ça va être la disponibilité. Combien, quand, comment. Donc, on croise tous les doigts pour qu'on ait ces produits le plus rapidement possible sur le marché, si possible, sans pénurie. Je te lance sur le produit suivant que j'ai vu chez Shimano. C'est une série limitée des chaussures S-Fire, qui est le haut de gamme route de la marque. Donc elles sont noires et pailletées et du coup elles sont limitées pour le lancement justement de ces nouveaux groupes DI2 et en particulier le nouveau Dura-Ace. Elles sont censées du coup symboliser cette excellence Shimano. Qu'est-ce que tu en penses? Bah écoute, elles sont cool avec leur deux serrages boa, c'est pas mal. À noter, tu vois que c'était quand même la mode de la chaussure blanche, tout le monde volait que de la godasse blanche, socket blanche. Et le noir revient quand même grandement en force, hein. On en voit rien de plus en plus. Je dis pas ça parce que j'ai des chaussures noires, attention. Mais c'est vrai que le noir redevient très tendance. Bon, la chaussure à paillettes, voilà, c'est les chaussures de boîte de nuit, hein, clairement. Mais écoute, canon, pourquoi pas, tu vois. Ça peut, ouais, moi j'aime bien. J'aime bien. Ouais, bon, il y a aussi Lachlan Morton qui est plus sur la tendance sandales, tu vois, il y a un peu les deux, il y a les Nebuloni, tu vois, pour les sorties du samedi soir des années 90, et puis il y a cette S-Fire. En tout cas, elle sera limitée en termes de série, donc c'est un bel objet à vous offrir si vous en avez les moyens. Pour terminer, dans la galaxie Shimano, parmi les innovations, là aussi on l'avait entrevu dans le test ride, c'est le tout nouveau guidon de chez Pro qui fait partie donc de cette galaxie Shimano, qui est le Vibe Evo. Et qui du coup a été conçu pour intégrer parfaitement les nouveaux groupes DI2 d'ailleurs. Donc on remarque par exemple que les sprint shifters sont intégrés directement dans la forme du guidon. L'autre chose qu'on peut remarquer, c'est par exemple l'utilisation de plastique pour permettre cette intégration qui sont faciles à être retirés pour pouvoir avoir accès aux câbles, au peu de câbles restants, j'ai envie de dire.
Ouais, des petits capots un peu placés un peu partout. Mais écoute, putain, il déchire, hein. Ce cintre il est vraiment trop beau. Très futuriste, très anguleux, mais moi je trouve qu'il ressemble bizarrement à un cintre qui est sorti dans l'année qui a été interdit je crois par l'UCI, tu sais, avec vraiment un gros retour sur l'arrondi devant. J'ai l'impression qu'on s'en rapproche grandement, tu vois, que les cocottes elles sont de plus en plus loin quand même sur les guidons. Il y a un peu de ça, et c'est aussi l'effet Lolo, c'est aussi l'effet donné par les nouvelles cocottes du race qui sont également allongées, et je pense que oui, c'est une tendance, même si évidemment on va beaucoup moins loin dans le concept que celui qui avait été utilisé par Vanskip notamment. Bon, on passe dans du un peu moins classique et un peu moins attendu. Dans les nouveautés, j'ai noté des choses qui peuvent servir au plus grand nombre, et on s'est tous posé la question un jour ou l'autre de partir voyager à vélo et comment monter des bagages sur sa monture, ce qui n'est pas toujours évident, notamment quand on a des vélos de route. C'est pas spécialement prévu pour. Eh bien, on a une société, si je me souviens bien, néo-zélandaise, qui s'appelle Aeroe, qui propose des bagages avec des montures pour ces bagages à sangles, qui peuvent être assemblés directement sur le cadre, juste grâce à des sangles. C'est très résistant, j'ai testé. Et ça s'adapte sur n'importe quel type de cadre, quel que soit votre vélo. Vous voulez monter sur un BMX, vous voulez monter sur un VTT des années 80, sur un vélo de route, ça abîme pas le cadre et c'est totalement adaptable. Donc j'ai trouvé que c'était une très très bonne solution. Qu'est-ce que t'en dis toi, Lolo? D'accord, donc en fait, tu es en train de nous dire que là, tu veux te lancer dans le bikepacking, non? Parce que si tu commences à nous ramener des innovations comme ça, alors qu'à la base, on parle que de courses et de produits ultra techniques, c'est que tu nous caches quelque chose. Non mais Lolo, tu sais bien que tu m'as inspiré avec ton petit défi en cherchant de rentrer de Bretagne, et puis on voit tous les jours les exploits de Steven Le Yarrick, notre poteau, donc oui, forcément c'est inspirant. Voyager à vélo, c'est un mode de voyage comme un autre, et c'est bien d'avoir des solutions. T'as essayé non ce week-end d'ailleurs, j'ai vu que t'avais fait une sortie de 120 bornes, mais tu t'es un peu cramé les alives. Ouais, exactement, je crois que je me suis laissé un peu trop inspirer, et j'étais un peu trop dans l'euphorie de découvrir à l'aller. Le retour, ça a été un peu compliqué, parce que bon, forcément, quand on passe une semaine à boire des bières en Allemagne, quand on rentre, on le paye un peu cash, mais c'était très sympa. C'est de l'eau la bière allemande de toute façon, laisse tomber. Pour revenir du coup à nos moutons, Lolo, une autre tendance que j'ai pu noter, et celle-là elle est vraiment très présente, en tout cas elle l'était lors du salon, c'est les vélos custom et les vélos hybrides. Donc des vélos entre on va dire le scooter, la moto, la trottinette, le vélo, toujours assistance électrique. Dans les 10 innovations surprenantes, on en a montré un qui ressemblait un peu plus à une trottinette, mais il y en a énormément qui sont des vrais vélos avec des pédales, avec de l'assistance électrique. Et on a notamment cette société bordelaise qui s'appelle Avon, qui nous propose ce Café Racer qui est très sympa et que tu peux monter à la carte. Donc il propose le cadre, tu peux monter un moteur, deux moteurs, pas de moteur, ce que tu veux, tu peux à la carte. Et en l'occurrence, si on monte deux moteurs, comme la version que j'ai pu présenter, c'est 2 fois 1000 watts, et là ça commence à envoyer sévère, il faut une plaque d'immatriculation et ça devient un speed bike. Tu penses quoi de cette tendance, Lolo? Bah écoute, moi je trouve ça cool. Après, le nom Café Racer, je vois pas trop le rapport, hein. Café Racer, ça reste de la moto à la base, donc pour moi, zéro. Désolé les gars, mais après le vélo il déchire, franchement magnifique. On en voit de plus en plus, là il y a un taquet de marques qui se lancent à en faire ces vélos avec des roues plus ou moins petites, des gros pneus. Il y en a qui les font sans assistance électrique. Je vois pas l'intérêt, parce que vraiment le but c'est de rouler en ville, donc autant avoir une assistance et le moins galérer le moins possible. Mais franchement, beau boulot les gars, le design est cool. Il y a l'air d'avoir du beau matos dessus, franchement il y a du beau matos. Donc carrément, feu. Moi je pense que c'est l'avenir du vélo urbain. Tu vois, c'est fini le VTC, le truc pour rouler un peu fast, machin. T'as un petit vélo comme ça, épuré, avec un bon petit look, une bonne dégaine bien agressive, avec un moteur qui va bien, et tu vas partout. Ouais, j'ai envie de te dire, un petit pliable à 10-11 kg sans assistance électrique, ça va très bien aussi en ville, hein. On n'est pas obligé d'avoir un pseudo Café Racer qui fait 20 ou 25 kg, et du coup tu as besoin de rajouter une assistance électrique pour la ville. Ouais, mais c'est moche. Mais forcément c'est moche. Donc, ton pliable il est pas beau. Donc voilà, il y a un peu les deux, mais c'est vrai que c'est de très beaux objets. En tout cas, c'est cool de voir plus de propositions dans le monde du vélo, et ça fait toujours plaisir. Je te propose de revenir à du plus classique, Loïc, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de nouveautés et de lancements, mais il y avait quand même un lancement parmi les vélos de route haut de gamme, et c'est le nouveau Merida Sculptura 5
qui a été dévoilé lors de cette Eurobike. Donc c'est un classique de chez Merida, c'était historiquement leur vélo le plus léger et leur vélo de montagne. Bon, il est déjà utilisé par les coureurs de la Bahrain Victorious depuis quelques mois, on va dire, puisque notamment Damiano Caruso a remporté une étape sur la Vuelta avec ce modèle, mais il a été officiellement lancé sur cette Eurobike. Et on l'annonce du coup plus polyvalent car il reprend certains aspects du Reacto qui était le modèle aéro. On l'annonce aussi plus léger de 4%. Donc en gros, un vélo ultime, comme la tendance a l'air de le démontrer. Beaucoup de marques, après avoir segmenté leur vélo, reviennent vers un vélo ultra polyvalent. Ouais, bah tu sais, tôt ou tard, c'est compliqué d'emmener 2 vélos pour chaque coureur à chaque fois sur les courses où les mecs ils sont pas habitués, c'est pas le même rendement. C'est pas. Enfin voilà, donc autant avoir un seul vélo pour tout faire, comme d'hab. Pourquoi pas? Moi je dis carrément, je suis pour ce type de vélo. Après, esthétiquement parlant, parce que c'est un peu le but aussi quand tu présentes des vélos comme ça, je suis pas méga fan, tu vois. Pour moi, le orange c'est Euskatel, c'est pas Bahrain Merida. Voilà, je suis désolé. Tant que c'est que la couleur, Loïc, l'avantage de pouvoir l'acheter en magasin, c'est qu'on peut la choisir. Donc si c'est que ça, c'est pas très très grave. Ce que je voulais dire aussi sur ce type de matériel, je pense que c'est aussi une stratégie qui est liée aux pénuries actuelles. Il vaut mieux se concentrer sur un vélo à vendre que sur 2 ou sur 3. Donc le vélo tout en un, on revient aux bases en fait. Et puis on se rend compte que de toute façon, quel que soit le modèle, ils sont toujours plus aérodynamiques, toujours plus intégrés. Donc l'intérêt d'avoir un Reacto aujourd'hui, à part pour ceux qui font de l'ovale et du plat tout le temps, il devient de plus en plus limité. À la limite, j'ai envie de dire, mieux vaut s'acheter une paire de C60 justement, 60 mm pour les week-ends où c'est un peu plus plat, non? Bah oui, clairement, il vaut mieux avoir 2 jeux de roues où tu peux jouer voilà, toute l'année, où tu peux même te faire plaisir parce que tu peux aller chercher des marques différentes plutôt que d'avoir 2 vélos. C'est contraignant, c'est très cher. Et en soi, si tu n'as qu'un vélo, un vélo très aéro pour la montagne, tu vas forcément galérer, ça va être tape-cul, ça va être lourd, ça va être trop rigide, tu vas avoir mal au dos. Enfin, il n'y a pas grand intérêt. Un vélo de pur grimpeur, s'il est très léger, ça peut être compliqué. Alors que la paire de roues, tu changes un peu quand tu veux, tu t'organises et tu fais par rapport aux courses, ni plus ni moins. Moi, je faisais comme ça quand j'étais gamin. Pour rester dans les vélos, Loïc, forcément, c'était le seul qui était officiellement dévoilé, mais il y avait des modèles qu'on connaît déjà, mais il n'empêche qu'un salon comme ça, c'est toujours l'occasion de voir de très très belles machines. J'ai vu un peu de tout, je te partage Villiers qui avait un très beau stand avec de très beaux modèles, Scott également. J'ai vu passer des modèles de Canyon, celui de Mathieu Van Der Poel par exemple, le modèle de descente, le Sander CFR, qui est utilisé notamment par Tani Seagrave, qui est la britannique bien connue du circuit des descentes. Bref, beaucoup de matos, et c'est vrai que les salons, c'est l'occasion de voir réunis sur un même lieu énormément de belles machines. Ouais, celui-là il est particulièrement beau, le Canyon de DH, franchement le rose-violet là il déchire. Bref. Du coup, Florian, on va quand même enchaîner et tu dis qu'il n'y a pas tant de nouveautés que ça, mais il y en a quand même eu une belle chez FSA avec leur pédalier parce que franchement, leur pédalier, je ne veux pas cracher sur FSA. Moi, du peu que j'ai essayé, c'était pas une réussite. Mais là, franchement, ils ont l'air d'avoir upgradé grave. Putain, je perds ma voix, tu vois, je vois un pédalier tout en carbone comme ça me titille. Je vois ça, je vois que tu as du mal ce matin avec ta voix. K-Force. Ouais, non, mais je suis en galère. Pourtant, on n'est pas sorti ce week-end avec Yoyo, c'est bizarre. Et oui, en effet, ils ont fait un gros boulot sur les plateaux. Là. C'est le nouveau pédalier K-Force. Tu as remarqué, Loïc, que du coup, les 2 plateaux sont moulés en une seule et même pièce. Du coup, ça a des avantages et des inconvénients. Évidemment, ils sont solidaires, donc on ne peut pas changer facilement le petit plateau ou le grand plateau. On ne peut même pas le changer du tout. Il faut changer l'ensemble. Par contre, forcément, ça s'annonce plus rigide et plus solide également. Et le design aussi, moi, me plaît particulièrement avec ces branches d'arbres un petit peu là. Moi, je trouve que c'est original. T'en dis quoi, toi? Ah, moi, j'adore. Franchement, il est trop beau. Cette pièce usinée là, elle est magnifique. Et puis, tu sais, j'ai une petite anecdote sur le FSA. Vas-y. Ouais, quand je suis passé chez Koff, on était en FSA, on utilisait les pédaliers capteurs de puissance qu'on avait chez eux. Et je sais pas si vous vous souvenez, une année sur Milan-San Remo, Nasser Boigny déraille dans le final. Ouais. Et bien, il utilisait ce pédalier FSA. En fait, c'est qu'ils n'étaient pas assez rigides. Pour nous, ça suffisait, mais pour un mec comme lui qui développe autant de watts, si tu veux, ça vrillait le pédalier, du coup, ça faisait dérailler.
il avait déraillé ce jour-là à l'arrivée de Milan-San Remo, sans quoi je pense qu'il aurait gagné. Peu après, il est passé sur les pédaliers de contre-la-montre avec les plateaux pleins. Ouais. Je sais pas si tu vois à quoi il ressemblait. Et ceux-là étaient beaucoup plus rigides. Du coup, il courait toute l'année avec le pédalier de chrono. Les gens disaient c'est bizarre, pourquoi il a ça, machin. Bah, ni plus ni moins parce que les autres n'étaient pas assez rigides pour un coureur qui développe autant de watts que ça. Donc je pense que là, ils ont remédié au problème grandement. Ouais, c'est intéressant de dire ça parce qu'il est possible qu'ils soient restés un peu traumatisés par ces épisodes et ça les a incités à trouver cette solution et aujourd'hui à proposer ces plateaux, disons, moulés dans une seule et même pièce. En tout cas, à tester, c'est une très belle pièce. Je te propose, Loïc, de finir sur un truc qui va te plaire. J'ai trouvé une petite invention qui va t'éviter de devoir laver mon vélo tout le temps. C'est le Lavomatic Vélo qui est produit par une société autrichienne. T'en dis quoi? Bah c'est trop bien, tu sais quoi? Tu peux me l'offrir. Voilà, Allez. Comme ça je lave plus ton vélo. C'est bien. Tu me l'offres, on le met dans le garage et au moins... Après le problème c'est que j'ai acheté des Crocs Vans pour rien quoi. C'était censé me servir justement pour aller laver le vélo Karcher. Donc du coup, bon d'accord. Mais pas mal, beau concept. Bah, Après en soi, quand t'aimes la mécanique, quand t'aimes ton vélo, t'aimes bien le laver toi-même, t'aimes bien mettre les mains dedans. Donc ouais, ça c'est bien, je pense pour un shop ça peut être bien. Ouais, Tu exactement. mets dans le fond du magasin, bam, tu rentres le vélo au client nickel et ça c'est cool. Exactement, je pense que l'idée c'est surtout orienté pour les magasins qui peuvent proposer ce service. Évidemment, à la maison c'est un peu plus compliqué ou alors il faut avoir un sacré gros domaine. Ouais, et en parlant de lavage, t'as pas été prendre un petit bain toi en Allemagne là, t'as essayé de faire du vélo sur l'eau ou je sais pas quoi. D'ailleurs, en passant, tu les as bien roustés les Anglais, hein. On s'est bien vengé sur le challenge Strava où ils nous ont bousillé là. Les mecs, oui, ça dure une semaine, il faut un jour de plus juste pour nous niquer. Et ben là, voilà, ça c'est fait. Ouais, je te confirme, mon Lolo, c'était une expérience bien sympa. On a testé du coup le Manta, à retrouver dans la vidéo de dimanche sur les 10 innovations surprenantes de cette Eurobike. C'est un espèce de pédalo, foil, c'est pas si évident hein, franchement au départ. Après il faut prendre le coup de main et puis ça va tout seul, hein, mais c'était assez marrant de faire ça avec Oli qui apparemment lui est fait pour rester sur route. Mais on a bien pris la vengeance. Allez mon Lolo, on a déjà perdu beaucoup de temps, enfin perdu non, mais en tout cas consacré beaucoup de temps à tout ça, donc je te propose qu'on passe à l'actu. Allez, c'est parti. Loïc, une autre actu cette semaine, c'est Valverde qui a annoncé que finalement il va bien rester une saison de plus dans le peloton professionnel. Donc c'est une bonne nouvelle parce que ça aurait été triste de le voir quitter ce milieu-là et terminer sa carrière sur la chute assez spectaculaire qu'il a eu durant la Vuelta. Et d'ailleurs ça fait la transition, Loïc, vers cette dernière semaine de la Vuelta. Dis-nous un petit peu ce que tu en as pensé. Ah, qu'est-ce que j'en ai pensé? Cette Vuelta a finalement été remportée par Roglic Impérial. Franchement, après 4 victoires d'étape, il a tordu tout le monde. C'était pas ton favori, toi, de base? Non, justement. On avait dit, ouais, c'est Roglic qui va gagner. Non, justement, cette année... On avait balancé nos favoris. Cette année, justement, j'y croyais pas, et je t'explique pourquoi, on va commencer par ça, mais j'y croyais pas parce que d'un point de vue mental, même s'il démontre qu'il est énorme de ce point de vue-là, je me suis dit, il y a toujours une fin de série, même s'il a l'air très en forme après les Jeux Olympiques, je me suis dit, il va forcément se passer quelque chose, il ne peut pas gagner 3 Vuelta d'affilée. Pour moi, c'était pas possible d'un point de vue loi des séries. Même si d'un point de vue logique, je le voyais comme mon favori, d'un point de vue statistique et mental, j'avais du mal à y croire. Eh bien, tu vois, il m'a démontré le contraire, et tant mieux, je me suis trompé, mais ça démontre quand même que ce gars-là, il est énorme d'un point de vue mental. T'imagines, il se crache après d'énormes sacrifices sur le Tour de France, il arrive à rebondir, et c'est pas la première fois. L'année dernière, c'était pareil. À chaque fois, il arrive à rebondir et à aller accrocher des succès. Rester concentré sur 3 semaines de Vuelta en finissant comme il finit, en gagnant le dernier jour, c'est quand même énorme quand tu vois la saison qu'il a fait. Ah oui, grand champion. Après, ça, c'est pas une nouveauté, hein, Flo. Hein. Pour moi, Primoz, ça reste un des grands champions de ces 10 dernières années. Mais pas que, parce qu'on a des Français aussi. Et pour moi, ils ont brillé sur cette Vuelta. Déjà, je reviens sur la dernière victoire française. C'est celle de Champoussin, qui a été allumé tous les grands champions, tous les cadors. Ouais. Ça a été magnifique, franchement. Une attaque... Ah ouais, il a pété, au final les mecs ils se sont regardés, il est revenu, il a sacoché, les mecs ils savaient pas, ils se sont regardés, allez, victoire de Champoussin. Donc là, une victoire mais magnifique. On a eu la victoire de Romain Bardet aussi, en senior, en haut de la montée, machin truc de la Chuleta. Et on a eu aussi la victoire de Florian Sénéchal, la première victoire française. Donc
Et moi, je félicite nos Français qui ont fait une très belle. Le tout complété d'un top 10 de Guillaume Martin qui enchaîne avec 2 top 10 cette année sur le Tour de France et sur la Vuelta au classement général. Il y est allé au courage après sa chute en dernière semaine. Donc félicitations à nos petits Frenchies. J'aimerais juste qu'on revienne du coup sur cette dernière semaine quand même avec notamment l'avant-dernière étape, ou plutôt la dernière étape avant le contre-la-montre, qui a été juste hallucinante avec un renversement total du podium, enfin pas total puisque Roglic est resté en tête, mais on a eu droit à un drame Miguel Angel Lopez et ça promet déjà pour la 3e saison de la série Netflix sur la Movistar, qui se retrouve donc piégé sous l'action de Ineos et des Bahrain Victorious dans un groupe relégué à plus de 6 minutes avec Egan Bernal. Et du coup, il pète complètement les plombs et il décide d'abandonner la Vuelta. Au final, donc, on aura Mas, deuxième du classement général, et Jack Haig qui complétera le podium. Mais j'aimerais qu'on revienne sur ça et que tu me dises qu'est-ce que tu penses de son comportement. Est-ce que toi, tu le comprends? Est-ce que tu penses que dans le vélo, on devrait quand même respecter les organisateurs, continuer? Qu'est-ce que tu en penses? Bah écoute, moi tu sais que j'aime pas trop faire dans le conventionnel, donc je comprends tout à fait qu'il pète un câble. C'est quand même le coureur qui fait tout le temps qui fait tout le temps des podiums, qui est toujours là, mais qui gagne pas. Enfin, tu vois, il est toujours là, toujours avec les meilleurs, mais jamais il les gagne, quoi. Donc je comprends ce gros ras-le-bol. Après, en soi, t'es en course, ouais, déjà t'abandonnes pas, quoi. T'es en course, t'es sur un grand tour, t'es là, enfin, non, tu peux pas abandonner. Tu respectes aussi, comme tu dis, les organisateurs. Et ton équipe a été invitée. Et tes collègues aussi qui ont essayé de te ramener, qui se sont fait la peau peut-être pendant 20 bornes, 30 bornes. C'est ça, tous tes collègues qui ont roulé pour toi toute la semaine, ça fait 3 semaines qu'ils roulent pour toi, taquet, enfin voilà, non, tu peux pas faire ça à ton équipe, tu peux pas faire ça, ça c'est moche. Après je comprends le ras-le-bol. Franchement, qui ne peut, enfin tu peux pas, t'es obligé de le comprendre. Ouais. Le mec il est toujours là, il marche, il job à mort, il est dans les meilleurs mondiaux mais il gagne pas, donc voilà. Moi, je suis désolé, je comprends. Pour terminer du coup Lolo sur cette Vuelta, les gros coups de cœur, c'est quand même Magnus Cort Nielsen qui a écrasé les pédales en remportant 3 étapes. Le grand retour de Fabio Jakobsen qui du coup va ramener aussi le maillot des meilleurs sprinters. Roglic, forcément, on en a déjà parlé. La Bahreïn qui a été monstrueuse malgré une grosse déception de Mikel Landa. Et par contre, j'ai une petite stat un peu décevante cette année, c'est les Espagnols qui n'auront en 2021 pas remporté une seule étape de Grand Tour. Et il y a très très longtemps que ça n'était pas arrivé. C'est bizarre comme stat, Laurent. Ouais, c'est bizarre, mais écoute, j'ai envie de te dire, les années se suivent et ne se ressemblent pas, c'est tout. Parce que, ouais, non, écoute, c'est comme ça, c'est pas grave, ils se vengeront l'année prochaine. C'est que Valverde est tombé, du coup il aurait été là pour gagner, Valverde n'était pas là. Mais écoute Florian, je pense qu'on peut terminer là-dessus sur cette Vuelta. Je pense qu'on l'a déjà bien débriefé. Mais il n'y avait pas que ça, il y avait le Ceratizit Challenge by La Vuelta, tu vois, donc on reste toujours dans la Vuelta. Donc c'est la course féminine qui a été remportée par Annemiek van Vleuten, pour changer. Voilà, ouais, comme d'hab, j'ai envie de te dire. En fait, on va donner les deuxièmes et troisièmes à chaque fois parce que la première, on sait toujours qui c'est toujours la même. Alors, on a un doublé suisse derrière. Ben ouais, on a Marlène Reusser et Élise Chabet. Voilà, le doublé suisse qui complète le podium. Donc le Challenge by La Vuelta, pour rappeler, c'est un peu l'équivalent de la course by le Tour, mais sauf que ça se court sur 4 étapes. Donc durant la Vuelta, pour donner de la visibilité au cyclisme féminin, c'est un compromis, mais en tout cas c'est déjà une belle course avec 4 étapes. Et donc on rappelle Marlène Reusser qui a remporté la première étape, Annemiek van Vleuten qui en a remporté les 2 suivantes, ce qui explique qu'elle ait pris la tête au classement général. Et la dernière, donc avant-hier, lors de la dernière étape de la Vuelta, a été remportée par Lotte Kopecky, la Belge. En parlant de Belgique, d'ailleurs, Loïc, c'était le retour des pavés belges la semaine dernière avec le Tour du Benelux. Et là, on a vu d'autres profils de coureurs avec des grosses cuisses et ça envoyait les watts. Ouais, grave, avec une victoire de Sonny Colbrelli, l'italien, donc ton compatriote, Florian. Donc duo de grosses cuisses, hein, parce qu'en deuxième, on a Mohoric. Et en troisième, on a Campenart, donc ça a laté les pédales costaud.
on comprend tous que c'était pas une course de grimpeur. C'est ça. Je te propose qu'on arrête là sur les résultats Lolo, même s'il y avait plein de choses. Il y avait notamment le triptyque du Jura, mais on a déjà largement dépassé. Cette semaine, il y a aussi le Tour de Grande-Bretagne et le week-end prochain, c'est déjà les championnats d'Europe sur JCN+. Donc à ne pas manquer. Pour conclure ce show, on va donner le vainqueur du vélo du mois, Loïc, qui va remporter un magnifique t-shirt JCN. Donc quel est le vélo qui a eu les faveurs sur l'application JCN? C'était mon coup de cœur, ni plus ni moins, Florian. Le Inspire, voilà, le Inspire aux couleurs bleu, blanc, rouge, avec ses roues macadam et son groupe du race. Donc écoute, je sais plus, merde, on voit pas dans le screenshot le nom de notre vainqueur. En tout cas, félicitations au vainqueur. N'hésite pas à nous écrire sur le profil Instagram de JCN en français en donnant ta taille pour le t-shirt et tes coordonnées évidemment. Et on s'occupera d'envoyer tout ça. Mon Lolo, je te dis à très bientôt. Il me semble qu'on va se revoir très vite. Et en attendant, bonne semaine. N'oubliez pas, il y a du contenu jeudi, samedi et dimanche, comme toutes les semaines sur JCN en français. Allez, salut, à très vite.